Quand mon mari a dit à nos enfants que j'étais l'échec de la famille, ma fille a commencé à pleurer devant l'assiette de nourriture que j'avais passé 3 heures à préparer. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement essuyé les larmes du visage de Léa, pendant qu'Étienne continuait à parler comme si j'étais un fantôme assis à table. Il n'avait aucune idée que le lundi suivant, le directeur de son entreprise appellerait paniqué pour demander une réunion d'urgence avec l'actionnaire majoritaire. Il n'avait pas non plus la moindre idée de qui était cet actionnaire. Je suis Caroline Dufresne. J'ai 42 ans, 2 enfants adolescents et un mariage mort depuis si longtemps que je ne me souviens même plus quand ont eu lieu les funérailles. Pour mon mari, je suis l'épouse invisible qui n'a jamais travaillé, qui vit à ses crochets, qui n'a ni ambition ni valeur. Pour mes enfants, jusqu'à ce vendredi soir, j'étais juste maman, quelqu'un qui existe pour servir le dîner et signer les bulletins scolaires. Mais il existe une version de moi que personne dans cette maison ne connaissait. Une version que j'ai enterrée il y a 17 ans, quand j'ai dit oui à une robe de mariée blanche et à la promesse de construire une famille. Tout a commencé 3 semaines avant ce vendredi humiliant. Étienne est rentré à la maison avec un sourire différent, ce genre de sourire d'homme qui vient de gagner quelque chose d'important. Il travaillait comme directeur commercial chez Mercier & Associés, une entreprise de conseil financier à Paris qui servait des clients haut de gamme. Ce soir-là, il a à peine touché au dîner. Il est resté au téléphone pendant presque 2 heures, riant fort, utilisant ce ton de voix que les hommes utilisent quand ils veulent impressionner d'autres hommes. Quand il a finalement raccroché, il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois en des mois. Ce n'était pas un regard d'affection. C'était un regard de triomphe, de ceux qui disent « J'ai enfin réussi quelque chose sans toi ». Il m'a raconté que l'entreprise était sur le point de conclure un contrat de plusieurs millions avec un groupe d'investisseurs internationaux. Un contrat qui pourrait tripler le chiffre d'affaires. Il serait promu vice-président. Il y aurait des primes, une participation aux bénéfices, des voyages à New York et Londres. Il a dit tout cela sans me demander si j'étais heureuse pour lui. Parce que pour Étienne, mon opinion n'a jamais compté. J'étais juste le mobilier de la maison, utile mais jetable. Les jours suivants, il apparaissait à peine à la maison. Réunions, dîners d'affaires, networking, toujours trop occupé pour les enfants, trop occupé pour moi. Thomas a commencé à reproduire le comportement de son père, indifférent, absent, me regardant comme si j'étais un poids mort. Léa me cherchait encore, voulait encore parler de l'école, de ses rêves d'étudier l'architecture. Mais même, elle a commencé à remarquer l'atmosphère pesante qui s'emparait de notre maison à Neuilly-sur-Seine. Le jeudi, avant ce terrible vendredi, j'ai trouvé un message sur le téléphone d'Étienne. Il avait laissé l'appareil dans la cuisine pendant qu'il prenait sa douche. Je ne suis pas du genre à fouiller dans le téléphone de mon mari, je ne l'ai jamais été. Mais l'écran s'est allumé tout seul avec une notification. C'était d'une femme nommée Sylvie. Le message disait « J'ai hâte d'être à samedi. Tu lui as encore dit que tu voyageais pour le travail ?» Mon estomac s'est glacé. Mes doigts ont tremblé en tenant ce téléphone. Mais ce qui m'a choqué n'était pas la trahison. Je le savais déjà. Au fond, j'ai toujours su. Ce qui m'a choqué était la froideur, le naturel, comme si tromper sa femme n'était qu'une tâche de plus dans son agenda. J'ai remis le téléphone exactement où il était. Je n'ai pas confronté. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement attendu. Le vendredi est arrivé avec un ciel chargé typique d'octobre à Paris. Cette humidité froide qui pénètre les os et rend tout plus lourd. J'ai préparé le dîner comme je le faisais toujours. Bœuf bourguignon, gratin de pommes de terre, salade verte avec des noix et du fromage de chèvre. Étienne est arrivé à 8h30. Il n'a même pas salué. Il s'est assis à table, s'est servi du vin et a commencé à parler au téléphone de ce fameux contrat. Thomas et Léa étaient silencieux. Ils sentaient la tension dans l'air, ce genre de tension que les enfants captent même quand les adultes font semblant que tout va bien. Nous avons commencé à manger en silence. Étienne a finalement raccroché et a regardé les enfants avec cet air de supériorité qu'il cultivait si bien. Il a commencé à parler de succès, de comment il avait travaillé dur pour arriver où il était, de comment il avait sacrifié du temps avec la famille pour construire une carrière solide. Il a dit qu'il voulait que Thomas et Léa comprennent la valeur du travail, de l'ambition, d'avoir des objectifs clairs dans la vie. Jusque-là, rien de grave.
Juste le discours motivationnel habituel. Mais ensuite, il m'a regardé. Et il a dit, « Vous devez comprendre que dans la vie, il y a des gens qui construisent et des gens qui ne font que consommer. Des gens qui apportent de la valeur et des gens qui sont justes. Un poids mort. » Thomas a froncé les sourcils, ne comprenant pas où son père voulait en venir. Léa a arrêté de manger, ses yeux attentifs fixés sur Étienne. Il a continué, la voix ferme et froide. « Votre mère, par exemple. Elle n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Elle n'a jamais contribué financièrement à cette maison. Elle n'a jamais eu l'ambition d'être autre chose que... Eh bien, ce qu'elle est. Pendant que je construis une carrière, conclue des contrats de plusieurs millions, elle reste ici à faire la cuisine et à se plaindre que je n'ai pas de temps. » Mon cœur s'est arrêté. Léa a lâché sa fourchette, ses yeux commençant à se remplir de larmes. Thomas m'a regardé, puis son père, confus. « Vous deux avez du potentiel. Ne le gaspillez pas comme votre mère l'a gaspillé. Ne soyez pas complaisants. Parce qu'au final, votre mère est l'échec de la famille. Et vous devez apprendre de ses erreurs. » Le silence qui est tombé sur cette table était assourdissant. Léa a commencé à pleurer, les larmes coulant sans contrôle sur son visage. Thomas est devenu pâle, les poings serrés. Et moi? Je me suis simplement levé, j'ai marché vers ma fille et j'ai essuyé ses larmes avec la paume de ma main. Je n'ai rien dit, je n'ai pas crié, je n'ai pas défendu mon honneur. Parce que crier contre Étienne aurait été inutile. Les hommes comme lui n'écoutent pas, ils ne font que parler. Mais pendant que je consolais Léa, pendant que je sentais mon fils me regarder avec un mélange de colère et de tristesse, une décision s'est formée en moi. Une décision qui dormait depuis 17 ans. J'allais rappeler à Étienne qui j'étais vraiment. Pas avec des mots, mais avec des actes. Parce qu'Étienne Moreau, mon cher mari si confiant, si arrogant, n'avait pas la moindre idée que la femme qu'il venait d'humilier devant ses propres enfants était la même femme qui signait, discrètement, les chèques qui soutenaient l'entreprise où il travaillait. Ce soir-là, après que tout le monde soit allé se coucher, je suis descendu au bureau que je gardais fermé au sous-sol. J'ai allumé mon ordinateur portable. J'ai ouvert les fichiers que je n'avais pas touchés depuis des années. Et j'ai commencé à planifier ce qui se passerait le lundi suivant. Parce que lundi, Étienne recevrait un appel. Et tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie s'effondrerait comme un château de cartes. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous êtes aussi senti invisible, que vous avez été méprisé ou traité comme si vous n'aviez aucune valeur, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Chaque like, chaque commentaire disant d'où vous me regardez, me montre qu'il y a des femmes fortes là-bas qui méritent d'être vues. Si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous à la chaîne. Parce que ce qui vient ensuite va montrer qu'il n'est jamais trop tard pour récupérer sa dignité. Le lundi matin arriva avec une clarté brutale. Le ciel parisien était d'un bleu glacial, le genre de bleu qui rend tout trop visible, trop réel. Je me levai à 6 heures, comme toujours. Préparer le café, comme toujours. Réveiller les enfants pour l'école, comme toujours. Étienne dormait encore, épuisé de son week-end. Un week-end qu'il avait passé avec Sylvie pendant que je restais à la maison avec Thomas et Léa, faisant semblant de ne rien savoir. Mais ce lundi n'était pas comme les autres, parce qu'à 9 heures précises, le téléphone d'Étienne allait sonner. Et toute sa réalité confortable, toute son arrogance bâtie sur des mensonges et de l'ignorance, allait s'effondrer. Je conduisis les enfants à l'école. Léa était encore silencieuse depuis vendredi soir, ses yeux rouges trahissant des nuits sans sommeil. Thomas affichait cette rage contenue des adolescents qui ne savent pas comment protéger leur mère sans trahir leur père. Je les embrassais tous les deux devant le lycée Henri IV, leur murmurant que tout irait bien. Léa me serra fort, comme si elle avait peur que je disparaisse. Quand je rentrais à la maison, Étienne était déjà debout, habillé dans son costume Hugo Boss gris anthracite, celui qu'il réservait pour les réunions importantes. Il buvait son café en parcourant des documents, préparant mentalement sa journée triomphale. Il ne me regarda même pas quand je passais devant lui. À 9h03, son téléphone sonna. J'étais dans la cuisine, faisant semblant de ranger la vaisselle, mais chaque fibre de mon être était concentrée sur cette conversation. J'entendis le ton d'Étienne changer instantanément.
La confiance laissa place à la confusion, puis à quelque chose que je ne lui avais jamais entendu auparavant, la peur. Il répétait « Comment ça, le conseil d'administration? Quelle réunion d'urgence? Monsieur Beaumont, je ne comprends pas. » Beaumont était le directeur général de Mercier & Associés, le supérieur direct d'Étienne. Un homme que j'avais rencontré exactement 3 fois en 17 ans de mariage, toujours lors de dîners d'entreprise où j'étais présentée comme la charmante épouse, invisible, décorative, sans importance. Étienne raccrocha, le visage livide. Il resta immobile plusieurs secondes, fixant son téléphone comme si l'appareil venait de le trahir. Puis il attrapa sa veste et sortit en trombe, sans un mot, sans même claquer la porte. Juste cette fuite précipitée d'un homme qui sentait le sol se dérober sous ses pieds. Je m'assis à la table de la cuisine, mes mains parfaitement calmes autour de ma tasse de thé. Il était 9h15. Dans 45 minutes exactement, Étienne serait assis dans la salle de conférence au 20e étage de la tour Mercier, face à face avec le mystérieux actionnaire majoritaire qui venait d'exiger sa présence. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cet actionnaire était moi. L'histoire remontait à 23 ans. J'avais 19 ans, étudiante brillante à HEC Paris, promise à un avenir dans la finance d'entreprise. Mon père, Jean-Philippe Dufresne, était un investisseur discret mais puissant, un homme qui avait bâti une fortune en achetant des parts minoritaires dans des entreprises prometteuses, puis en les transformant silencieusement en empire. Il m'avait appris tout ce qu'il savait, les chiffres, les stratégies, la patience. Quand j'avais 22 ans, il mourut subitement d'une crise cardiaque. Il me laissa tout. Pas seulement de l'argent c'était facile. Il me laissa un portefeuille d'investissement soigneusement construit, des participations dans 17 entreprises différentes, certaines petites, d'autres massives. Et surtout, il me laissa une leçon. Caroline, le vrai pouvoir ne crie jamais. Il observe, il attend. Et quand le moment arrive, il agit. J'avais géré cet héritage avec la même discrétion que mon père. Personne ne savait. Pas mes amis, pas ma famille éloignée, et certainement pas Étienne quand je le rencontrai 2 ans plus tard. Lui, c'était le beau commercial ambitieux, plein de charme et de promesses. Il parlait de construire un empire ensemble, de devenir un couple puissant. Je tombais amoureuse. Ou peut-être que je tombais amoureuse de l'idée d'être normale, d'avoir une vie simple loin des chiffres et des conseils d'administration. Quand nous nous mariâmes, je pris une décision. Je séparais complètement ma vie d'investisseuse de ma vie de femme mariée. Je créai une société holding enregistrée aux Pays-Bas, gérée par un cabinet juridique de confiance. Tous mes actifs passèrent par cette structure. Caroline Dufresne, l'héritière, disparut. Elle devint simplement la femme d'Étienne Moreau, la mère au foyer sans profession. Pendant 17 ans, je vécus cette double vie. Le jour, j'étais l'épouse invisible. La nuit, après qu'Étienne s'endormait, je descendais dans mon bureau secret et gérais des millions d'euros. Je suivais les marchés, analysais les bilans, prenais des décisions qui affectaient des centaines d'emplois. Mes investissements prospéraient. La fortune de mon père avait doublé puis triplé. Et parmi ces 17 entreprises dans mon portefeuille, il y avait Mercier & Associés. J'avais acheté une participation de 12% 7 ans auparavant, quand l'entreprise traversait une crise de liquidité. Le fondateur, Henri Mercier, était désespéré. J'avais injecté 3 millions d'euros en échange de parts. Discrètement, anonymement, à travers ma holding néerlandaise. 3 ans plus tard, quand Mercier prit sa retraite, l'entreprise fut rachetée par un consortium d'investisseurs. Mais 12% devinrent 18%. Puis, l'année dernière, quand l'un des associés principaux décéda et que sa veuve vendit ses parts, je les achetais. 34%. L'actionnaire majoritaire. Personne chez Mercier & Associés ne savait qui se cachait derrière la holding DFR International. Même Beaumont, le directeur général, ne traitait qu'avec mes avocats. Pour eux, j'étais juste une entité corporative mystérieuse basée à Rotterdam. Mais vendredi soir, quand Étienne humilia sa propre femme devant ses enfants, quand il traita de déchets celle qu'il avait soutenue pendant 17 ans, quelque chose se brisa en moi. Pas mon cœur. Mon cœur était brisé depuis longtemps. Non,
Ce qui se brisa fut le mur que j'avais construit entre mes deux vies. Samedi matin, pendant qu'Étienne était avec Sylvie, je contactais mes avocats. Je leur donnais des instructions précises. Lundi matin, 9 heures, convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration. Ordre du jour, restructuration du management. Et pour la première fois en 7 ans, l'actionnaire majoritaire serait présent physiquement. J'avais aussi demandé quelque chose d'autre, quelque chose de personnel. Je voulais qu'Étienne soit là, pas comme directeur commercial, comme subordonné convoqué pour rendre des comptes. À 10h moins 10, je montais dans ma voiture. Une Peugeot 3008 banale, grise, le genre de voiture qu'une femme au foyer conduit pour faire les courses. Je roulais vers Paris, traversant Neuilly, longeant la Seine qui scintillait sous le soleil froid d'octobre. Mon cœur battait calmement. Mes mains ne tremblaient pas. J'avais enfilé un tailleur Chanel noir que je gardais caché au fond de mon armoire, celui que je portais autrefois pour les réunions importantes. Mes cheveux étaient tirés en chignon strict. J'avais remis les lunettes à monture fine que je ne portais plus depuis des années. Quand je me regardais dans le rétroviseur, je ne vis pas la Caroline effacée qu'Étienne méprisait. Je vis la femme que mon père avait formée, la femme que j'avais enterrée par amour. Je garai ma voiture dans le parking souterrain de la Tour Mercier, pris l'ascenseur jusqu'au 20e étage. La réceptionniste me regarda avec confusion quand je me présentais, comme si elle ne comprenait pas qu'une femme ordinaire puisse avoir accès à cet étage réservé aux cadres supérieurs. Maître Renaud, mon avocat principal, m'attendait devant la salle de conférence. Un homme de 60 ans, cheveux argentés, costume impeccable. Il me salua avec un respect qui contrastait violemment avec la façon dont Étienne me traitait à la maison. Il murmura « Tout est prêt. Madame Dufresne, Monsieur Moreau est déjà à l'intérieur. Il n'a aucune idée. » Je hochai la tête, respirai profondément et poussai la porte. La salle de conférence était exactement comme je l'imaginais. Table massive en bois sombre, fauteuil en cuir, baie vitrée offrant une vue spectaculaire sur Paris. Beaumont était là, visiblement nerveux. 2 autres membres du conseil, que je connaissais uniquement par leur dossier. Et Étienne. Mon mari était assis au bout de la table, le visage tendu, les mains crispées sur un dossier. Il leva les yeux quand j'entrai. Son expression passa par plusieurs phases en une fraction de seconde. D'abord, l'incompréhension totale, pourquoi sa femme était-elle là? Puis la gêne, il pensa probablement que j'étais venu faire un scandale. Puis la condescendance, il se prépara mentalement à me renvoyer à la maison comme on renvoie un enfant qui s'est trompé de porte. Mais quand Beaumont se leva immédiatement, quand Maître Renaud tira une chaise à la tête de la table pour moi, quand tous les regards dans la pièce se tournèrent vers moi avec déférence, l'expression d'Étienne changea. La confusion domina. Je m'assis calmement, posai mon attaché-case en cuir sur la table, croisai les mains. Maître Renaud prit la parole, sa voix claire résonnant dans le silence pesant. « Messieurs, permettez-moi de vous présenter officiellement Madame Caroline Dufresne, actionnaire majoritaire de Mercier & Associés, détentrice de 34% des parts via la holding DFR International. » Le visage d'Étienne devint blanc comme un linge. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Il me regardait comme si j'étais une apparition, comme si la réalité elle-même venait de se fracturer. Beaumont toussa nerveusement. « Madame Dufresne, c'est un honneur de vous rencontrer enfin en personne. Vos directives ont toujours été extrêmement judicieuses. » Je souris poliment. Puis je tournai mon regard vers Étienne. Mon mari, l'homme qui, 3 jours plus tôt, avait dit à nos enfants que j'étais le fracasso de la famille. Et je parlais, ma voix calme, mais chargée d'une autorité qu'il ne m'avait jamais entendu utiliser. « Merci, Monsieur Beaumont. J'ai demandé cette réunion pour discuter de certains changements structurels que je juge nécessaires pour l'avenir de cette entreprise. » Étienne me fixait comme si je venais de lui parler dans une langue extraterrestre. Sa bouche s'ouvrait, se refermait, s'ouvrait à nouveau, cherchant désespérément des mots qui refusèrent de venir. Je voyais son cerveau tenter frénétiquement de reconnecter les câbles, de faire coïncider l'image de la femme soumise qui préparait son dîner chaque soir avec celle de la femme assise en bout de table,
commandant une salle pleine d'hommes en costume sur mesure. Ses yeux passèrent de moi aux autres membres du conseil, comme s'il cherchait quelqu'un pour lui confirmer que tout ceci n'était qu'un cauchemar bizarre dont il allait bientôt se réveiller. Beaumont lança un regard nerveux vers Étienne, puis vers moi, ses mains agrippant nerveusement le dossier devant lui. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Les deux autres membres du conseil, Monsieur Leroux et Madame Fontaine, semblaient pétrifiés sur leurs chaises, n'osant même pas respirer trop fort de peur d'attirer l'attention sur eux dans ce moment surréaliste. « Madame Dufresne, » commença Beaumont d'une voix prudente, presque tremblante, « nous sommes évidemment à votre entière disposition pour implémenter toute directive que vous jugerez appropriée pour l'avenir de notre entreprise. » Je sortis calmement un dossier épais de mon attaché-case en cuir italien. Des documents que j'avais méticuleusement préparés pendant tout le week-end, pendant qu'Étienne profitait de son escapade avec Sylvie, pendant que mes enfants dormaient à l'étage en croyant que leur mère n'était qu'une femme au foyer ordinaire. Des analyses détaillées de la performance commerciale de chaque département, des graphiques comparatifs, des projections financières sur 3 ans, des recommandations stratégiques basées sur des données concrètes. J'ai examiné minutieusement les résultats du dernier trimestre, dis-je, en distribuant les copies autour de la table avec des gestes mesurés et professionnels. Dans l'ensemble, l'entreprise performe correctement et maintient une croissance stable. Cependant, j'ai identifié plusieurs problèmes structurels majeurs qui nécessitent une attention immédiate si nous voulons rester compétitifs dans un marché en constante évolution. Je fis glisser un document spécifique directement vers Étienne, le plaçant avec précision devant lui. Il le prit mécaniquement, ses doigts tremblant légèrement au contact du papier, comme s'il touchait quelque chose de radioactif. Le département commercial, dirigé actuellement par Monsieur Moreau ici présent, affiche des résultats, comment dirais-je, mitigés, voire préoccupants sur plusieurs indicateurs clés. Le mot tomba comme une pierre dans une mare silencieuse. Étienne tressaillit visiblement, son visage perdant encore un peu plus de couleur. Je continuais, méthodique et implacable, ma voix restant parfaitement calme et professionnelle. Sur les 12 derniers mois, le taux de conversion des prospects qualifiés en clients réels est inférieur de 17,3% à la moyenne du secteur selon les derniers benchmarks disponibles. Les coûts d'acquisition clients ont augmenté de 23% sans augmentation proportionnelle correspondante du chiffre d'affaires ou de la valeur vie client. Cela représente une inefficacité budgétaire de plusieurs centaines de milliers d'euros. Je marquai une pause calculée, laissant ces chiffres pénétrer l'esprit de chacun dans la salle. Beaumont avait pâli considérablement. Il prenait des notes frénétiquement, réalisant probablement pour la première fois l'ampleur du problème qu'il avait sous les yeux depuis des mois sans vraiment le voir. Et surtout, continuai-je en tournant une page de mon rapport, 3 clients majeurs, et je parle ici de contrats représentant collectivement plus de 2 millions d'euros de revenus annuels récurrents, ont résilié leur contrat au cours des 6 derniers mois après avoir explicitement exprimé leur profonde insatisfaction concernant le manque flagrant de suivi personnalisé et de services après-vente. Quand on analyse en profondeur les rapports d'activité hebdomadaires, on constate que M. Moreau passe en moyenne 6h30 par semaine en déjeuner d'affaires dans des restaurants coûteux, mais seulement 2 heures, 2 petites heures, en réunion de suivi stratégique avec les clients existants qui génèrent 85% de nos revenus actuels. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Beaumont semblait au bord de la crise cardiaque, ses yeux écarquillés fixés sur les documents devant lui, comme s'ils contenaient les secrets les plus sombres de l'univers. Madame Fontaine et Monsieur Leroux échangèrent des regards profondément inquiets, comprenant enfin pourquoi cette réunion d'urgence avait été convoquée. Étienne, désespéré, tenta de reprendre un semblant de contenance, sa voix sortant étranglée et défensive. Ces chiffres sont complètement sortis de leur contexte, Caroline. Le marché traverse une période extrêmement difficile en ce moment. Absolument tout le monde dans le secteur le sait et le vit. La concurrence est féroce. Mes efforts considérables pour décrocher le contrat historique avec le consortium Sterling vont complètement changer la donne et... Le consortium Sterling, je l'interrompis avec une douceur presque cruelle, mes yeux plantés dans les siens,
Ce fameux consortium dont vous parliez vendredi soir à la maison avec tant d'enthousiasme et d'arrogance, en bombant le torse comme si vous aviez déjà remporté la victoire du siècle? Il cligna des yeux rapidement, visiblement déstabilisé que j'ose mentionner notre vie privée dans ce contexte ultra-professionnel devant ses collègues et supérieurs. J'ai personnellement contacté les représentants du consortium Sterling vendredi après-midi. Continuai-je posément, chaque mot tombant comme un coup de marteau. Ou plutôt, mes conseillers juridiques et financiers les plus expérimentés l'ont fait en mon nom. Il s'avère que le contrat que vous présentiez comme pratiquement signé, comme une affaire dans le sac, est en réalité encore en phase de négociation préliminaire très incertaine. Sterling considère actuellement 3 autres cabinets concurrents parfaitement sérieux, dont 2 avec des propositions nettement plus compétitives que la nôtre. Et leur directeur des investissements, M. Ashford, m'a confié personnellement lors d'un appel téléphonique de 30 minutes, et je cite textuellement ces mots: « Votre représentant commercial a une approche trop agressive, trop centrée sur lui-même et malheureusement pas assez substantielle ni orientée vers nos besoins réels. Nous cherchons un partenaire, pas un vendeur de voitures d'occasion. » Le silence qui suivit ces mots était absolument assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis épais de la salle de conférence. Étienne semblait s'être littéralement transformé en statue de sel, comme dans les récits bibliques. Son visage avait perdu toute couleur, ses lèvres tremblaient imperceptiblement, et ses mains agrippaient les accoudoirs de son fauteuil avec une force qui faisait blanchir ses jointures. Je pouvais presque entendre le bruit de l'effondrement monumental de son ego surdimensionné, de cette image de lui-même qu'il avait si soigneusement construite et entretenue pendant toutes ces années. Beaumont se racla la gorge avec nervosité, sa pomme d'Adam montant et descendant difficilement. « Madame Dufresne, que recommandez-vous concrètement pour rectifier cette situation? Quelles mesures souhaitez-vous que nous mettions en place? » « Une restructuration profonde et immédiate, répondis-je, avec une autorité tranquille mais inébranlable. Le département commercial a besoin d'urgence d'une direction beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus orientée vers la satisfaction et la fidélisation client à long terme que vers l'apparence superficielle de succès et les indicateurs de vanité. Nous devons complètement revoir notre philosophie d'approche commerciale. Je respirai profondément avant de prononcer les mots qui allaient changer la vie d'Étienne. Je propose donc que M. Moreau soit immédiatement rétrogradé à un poste de consultant senior commercial avec une supervision directe et hebdomadaire de sa performance par le nouveau directeur commercial que nous recruterons. Son salaire et ses avantages seront naturellement ajustés en conséquence pour refléter ses nouvelles responsabilités. 60% de son package de rémunération actuel me semble raisonnable et même généreux compte tenu des résultats présentés. Étienne explosa soudainement, sa voix montant d'un cran, chargée d'incrédulité et de rage à peine contenue. « Quoi? Non, mais tu ne peux pas !» Il s'arrêta net, se figeant brusquement en plein mouvement, réalisant avec horreur qu'il venait de me tutoyer, qu'il venait d'exposer brutalement notre relation personnelle et intime devant l'ensemble du conseil d'administration. Les yeux de Beaumont s'élargirent considérablement, sa mâchoire se décrocha légèrement. Madame Fontaine porta instinctivement sa main à sa bouche, étouffant un petit cri de surprise. Monsieur Leroux baissa immédiatement les yeux vers ses documents, visiblement embarrassé d'être témoin de cette scène familiale qui virait au règlement de compte. « Je ne peux pas quoi exactement, monsieur Moreau ?» demandai-je avec une politesse glaciale, mes sourcils légèrement arqués, mes yeux plantés dans les siens, sans la moindre trace d'émotion visible. Il me regardait maintenant. Vraiment, me regardait intensément, pour la première fois depuis ce qui me semblait être des années entières. Je vis défiler dans ses yeux toutes les émotions possibles en l'espace de quelques secondes. Le choc brutal de la découverte. L'incrédulité totale face à cette réalité qui explosait tous ses repères. La rage impuissante de l'homme piégé. La confusion profonde de celui qui ne comprend plus rien à son propre monde. Et enfin, tout au fond, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la peur pure. Cette peur primitive de l'homme qui réalise soudain qu'il a gravement sous-estimé quelqu'un pendant des années. « Vous êtes ma femme », murmura-t-il d'une voix à peine audible,
comme si prononcer cette évidence criante à voix haute dans cette salle pouvait miraculeusement changer quoi que ce soit à la situation catastrophique dans laquelle il se trouvait. « En effet, confirmai-je avec un calme olympien, je suis effectivement votre femme, monsieur Moreau. La femme que vous avez publiquement et cruellement humiliée vendredi soir dernier devant vos propres enfants traumatisés. La femme que vous avez qualifiée sans la moindre hésitation de « l'échec complet de la famille » devant 2 adolescents impressionnables qui vous admiraient comme un héros. La femme qui, selon vos propres mots prononcés avec tant de conviction et de mépris, n'a soi-disant jamais rien accompli dans sa vie, n'a jamais travaillé une seule journée, n'a jamais eu la moindre ambition digne de ce nom. Beaumont semblait maintenant véritablement sur le point de s'évanouir ou de faire un malaise. La sueur perlait visiblement sur son front, malgré la climatisation parfaitement réglée de la salle. Les 2 autres membres du conseil fixaient désespérément leurs documents respectifs, leurs stylos, leurs mains, n'importe quoi pour éviter de croiser nos regards, visiblement désireux de pouvoir disparaître dans une faille spatio-temporelle. « Mais je suis également, » continuai-je d'une voix qui se durcissait progressivement comme de l'acier trempé, « l'actionnaire majoritaire de cette entreprise que vous prétendez faire prospérer. Et dans cette salle, autour de cette table, ce qui compte vraiment n'est absolument pas notre relation personnelle compliquée ou nos problèmes conjugaux. Ce qui compte ici et maintenant, ce sont uniquement les résultats professionnels objectifs, les performances mesurables, la création de valeur pour nos clients et nos actionnaires. Et les vôtres, monsieur Moreau, sont malheureusement et objectivement insuffisants selon tous les indicateurs pertinents. Je me tournai avec une grâce calculée vers Beaumont, qui semblait se recroqueviller légèrement sur son siège. « Monsieur Beaumont, vous avez exactement 2 semaines calendaires, pas un jour de plus, pour me présenter un plan de restructuration complet et détaillé du département commercial. Je veux des propositions concrètes de candidats qualifiés pour le poste de nouveau directeur commercial. Quelqu'un de véritablement compétent, de méthodique et rigoureux dans son approche, et surtout, quelqu'un qui comprend profondément que le respect authentique des clients commence obligatoirement par le respect sincère de ses propres équipes internes et de toutes les personnes avec qui il travaille. » Beaumont hocha la tête avec une vigueur presque comique, comme un élève zélé face à un professeur particulièrement sévère. « Bien entendu, Madame Dufresne, ce sera fait dans les délais impartis. Vous avez ma parole. »« Parfait, j'apprécie votre réactivité. » Je refermai soigneusement mon dossier avec un claquement sec qui résonna dans le silence. Cette réunion est officiellement terminée. Messieurs, madame, vous pouvez disposer et retourner à vos activités. Ils se levèrent tous pratiquement d'un bond, comme des prisonniers auxquels on venait d'accorder une grâce inespérée, visiblement soulagés de pouvoir enfin échapper à cette tension électrique absolument insupportable qui saturait l'atmosphère. Beaumont rassembla précipitamment ses documents en évitant soigneusement mon regard. Madame Fontaine et Monsieur Leroux se dirigèrent vers la sortie avec une hâte à peine dissimulée. Maître Renaud, mon avocat, me fit un signe discret d'approbation accompagné d'un léger sourire professionnel avant de s'éclipser silencieusement à son tour. Il ne resta bientôt plus qu'Étienne et moi. Seuls dans cette immense salle de conférence impersonnelle, Paris étalé majestueusement derrière les immenses baies vitrées, le soleil d'octobre créant des ombres longues et dramatiques sur la table massive en bois sombre qui nous séparait comme un gouffre infranchissable. Étienne était toujours assis, complètement figé dans son fauteuil en cuir, son monde entier brutalement réduit en miettes et en poussière autour de lui. Ses épaules s'étaient affaissées, ses mains tremblaient légèrement. Toute cette arrogance, toute cette superbe qui le définissait habituellement avait complètement disparu, laissant place à un homme vidé, un homme qui venait de perdre tous ses repères en l'espace d'1 heure. Quand il parla enfin, après un silence qui sembla durer une éternité, sa voix était totalement méconnaissable, réduite à un murmure rauque et brisé. Depuis combien de temps exactement? Depuis toujours, Étienne, répondis-je avec une simplicité désarmante. J'avais tout cet argent, tous ces investissements stratégiques, ce portefeuille diversifié, bien avant même de te rencontrer lors de cette soirée d'entreprise il y a 20 ans. Mon père, Jean-Philippe Dufresne, me les a légués quand il est mort. Je les ai gérés consciencieusement pendant toutes ces longues années de mariage.
pendant que tu me traitais comme une domestique de luxe, pendant que tu m'ignorais complètement comme si je n'existais pas, pendant que tu racontais fièrement à tous tes collègues et à qui voulait bien l'entendre que tu étais le seul et unique à ramener de l'argent dans notre foyer. Il secoua lentement la tête d'un côté à l'autre, l'incrédulité toujours peinte sur son visage livide. Mais pourquoi? Pourquoi ne jamais rien dire pendant toutes ces années? Pourquoi accepter de vivre comme une femme au foyer ordinaire, alors que tu avais tout ce pouvoir, toute cette richesse? Parce que je t'aimais, dis-je. Et pour la première fois depuis le début de cette réunion, ma voix se brisa très légèrement, laissant transparaître une émotion authentique. Quand nous nous sommes mariés, quand je portais cette robe blanche et que je prononçais mes vœux, je voulais sincèrement une vie normale, simple, authentique. Je voulais être juste ta femme, rien d'autre. La mère heureuse de tes enfants. Je ne voulais absolument pas que l'argent, le pouvoir financier, les conseils d'administration, tout ce monde-là. Je ne voulais pas que ça définisse notre couple ou crée une dynamique malsaine entre nous. Je pensais naïvement que nous pouvions construire quelque chose d'authentique et de pur, basé uniquement sur l'amour. Et tu as tout caché pendant 17 ans. Je n'ai rien caché du tout, le corrigeai-je fermement. Tu n'as jamais posé la moindre question sur mon passé, sur ma famille, sur ce que j'avais fait avant toi. Tu as simplement supposé. Tu as supposé automatiquement que parce que je restais à la maison pour élever nos enfants, je n'étais absolument rien d'autre. Tu as supposé que, parce que je ne parlais pas de carrière lors des dîners mondains, je n'en avais jamais eu. Tu as vu exactement ce que tu voulais voir, ce qui t'arrangeait. Une femme faible, totalement dépendante financièrement, insignifiante, sans valeur propre. Il baissa la tête, ses grandes mains couvrant entièrement son visage défait. « Les enfants », murmura-t-il soudain, d'une voix étranglée par l'émotion. « Mon Dieu, les enfants, ce que je leur ai dit vendredi soir. Thomas et Léa. Ce que tu leur as dit était absolument impardonnable, répondis-je avec une fermeté inflexible. Tu as détruit quelque chose de précieux et d'irremplaçable en eux ce vendredi maudit. Quelque chose qui ne se reconstruira peut-être jamais complètement. Léa te regardait comme un héros invincible depuis qu'elle est toute petite. Thomas voulait désespérément devenir exactement comme toi, suivre tes traces, te rendre fier. Et en une seule soirée catastrophique, en quelques phrases cruelles, tu leur as appris la pire des leçons. Que l'homme qu'ils admiraient plus que tout au monde était parfaitement capable de cruauté gratuite et de mépris envers la personne qui les aime le plus inconditionnellement dans cet univers. Un sanglot étranglé, presque animal, s'échappa de sa gorge. Je ne l'avais jamais vu pleurer en 17 années de vie commune. Jamais une seule larme, même aux moments les plus difficiles. Il avait toujours été cet homme de marbre, imperturbable, maître de ses émotions. « Je suis désolé », dit-il d'une voix brisée, et ses mots sonnaient tellement creux, tellement pathétiquement inadéquats face à l'ampleur du désastre. « Caroline, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je n'ai jamais réalisé qui tu étais vraiment. » « Tu n'as jamais réalisé parce que tu n'as jamais pris la peine de regarder vraiment, dis-je, sans la moindre pitié dans la voix. Tu ne m'as jamais vu comme une personne à part entière. Tu voyais uniquement une fonction pratique. La femme qui cuisine tes plats préférés, qui nettoie ta maison, qui s'occupe impeccablement de tes enfants, qui organise ta vie sociale. Mais pas une personne vivante avec une histoire, avec des capacités intellectuelles, avec des rêves, avec de la valeur intrinsèque. Je me levai avec grâce, lissant soigneusement ma jupe du tailleur. « Et Sylvie ?» demandai-je avec un calme glacial. « Tu pensais vraiment que je ne savais pas pour Sylvie ? J'ai su pour toutes tes maîtresses, Étienne. Absolument toutes. Sylvie n'est que la dernière d'une très longue liste qui remonte à des années. Je savais tout, et je restais silencieuse, avalant mon humiliation, parce que je voulais désespérément préserver la famille à tout prix. Pour Thomas et Léa, uniquement pour eux. Il leva vers moi des yeux complètement rougis et gonflés, ravagés par les larmes. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant ?» Je pris calmement mon attaché-case. « Maintenant, tu vas rentrer à la maison aujourd'hui même. Tu vas monter à l'étage. Tu vas calmement rassembler tes affaires personnelles, tes vêtements, tout ce qui t'appartient. Et tu vas partir définitivement de cette maison.
Caroline, non, je t'en supplie, s'il te plaît. » Sa voix se brisa complètement. « Ce n'est absolument pas négociable, » le coupai-je sèchement. « Je te donne exactement 1 semaine, 7 jours, pour trouver un appartement décent. Je ne changerai pas les serrures de manière mesquine, je ne rendrai pas les choses inutilement difficiles ou humiliantes. Mais tu quittes cette maison familiale définitivement. Les enfants ont désespérément besoin de stabilité émotionnelle maintenant, et cette stabilité ne peut malheureusement plus inclure un homme qui les a trahis et blessés si profondément. Et professionnellement, qu'est-ce que je vais devenir? Professionnellement, tu vas humblement accepter le poste de consultant senior que je viens de te proposer devant le conseil. Tu vas travailler extrêmement dur, prouver ta valeur réelle et concrète, pas celle imaginaire que tu t'attribuais dans ta tête. Si tu réussis, si tu fais vraiment tes preuves, peut-être qu'un jour tu retrouveras un poste de direction quelque part. Ailleurs. Certainement pas ici, pas dans mon entreprise. Je marchais lentement vers la grande porte, mes talons résonnant sur le parquet ciré, puis je me retournai une dernière fois vers lui, une dernière image de cet homme brisé. Tu sais ce qui est véritablement ironique dans tout ça, Étienne? Tu cherchais tellement désespérément à impressionner absolument tout le monde avec tes costumes hors de prix, tes dîners d'affaires dans des restaurants étoilés, ton arrogance démesurée et tes airs supérieurs. Mais la vraie réussite, le vrai succès, était tranquillement assise à ta table familiale chaque soir. Elle te servait patiemment le dîner avec amour. Elle écoutait tes histoires sans jamais se plaindre. Et tu étais tellement aveugle, tellement pathétiquement imbu de toi-même, tellement obsédé par ton image que tu n'as jamais rien vu. Je le laissais complètement seul dans cette immense salle de conférence froide et impersonnelle, cet homme totalement brisé qui avait absolument tout eu. Une femme exceptionnelle, 2 enfants merveilleux, une vie confortable, et qui avait tout perdu, tout gâché, tout détruit en une seule matinée par sa propre faute, par son propre aveuglement. Le trajet de retour vers Neuilly fut étrangement paisible. Je conduisais lentement, savourant chaque instant de cette nouvelle réalité. La femme qui avait quitté la maison ce matin était différente de celle qui y retournait. Non pas parce que quelque chose avait changé en moi, mais parce que j'avais enfin cessé de me cacher. Il était midi passé quand j'arrivais. La maison était vide, silencieuse. Les enfants étaient à l'école. Étienne n'était évidemment pas encore rentré. Je montais à l'étage, retirais mon tailleur Chanel, enfilais un jean et un pull confortable, détachais mes cheveux, retirais mes lunettes. Mais quelque chose en moi restait différent. Une posture plus droite, un regard plus assuré. Je préparais du thé et m'assis dans le salon, celui avec les grandes fenêtres donnant sur notre jardin. Les rosiers que j'avais plantés 5 ans auparavant étaient encore en fleurs, des roses blanches qui s'accrochaient aux derniers jours d'octobre avant l'hiver. Mon téléphone sonna. C'était Maître Renaud. « Madame Dufresne, je voulais vous informer que Monsieur Moreau a quitté les bureaux il y a 20 minutes. » Il semblait bouleversé. Beaumont m'a également contacté. Il est extrêmement soulagé d'avoir enfin un interlocuteur direct pour les décisions stratégiques. « Merci, maître. Pouvez-vous préparer les documents de séparation ? Rien de contentieux. Division équitable des biens acquis pendant le mariage, garde partagée des enfants. Je ne veux pas le détruire financièrement, juste le sortir de ma vie. »« Bien sûr, madame, je m'en occupe aujourd'hui. » Après avoir raccroché, je restais longtemps à regarder le jardin, réfléchissant aux 17 années que je venais de laisser derrière moi. 17 années de silence, de compromis, d'effacement. Mais aussi 17 années avec Thomas et Léa, et cela, jamais je ne le regretterai. À 16h30, j'allais chercher les enfants à l'école. Ils montèrent dans la voiture en silence, sentant probablement que quelque chose avait changé. Léa me regarda avec ses grands yeux interrogateurs. « Maman, ça va ?»« Oui, ma chérie, » répondis-je avec un sourire. « Ça va même très bien. » Thomas, de son côté, fixait son téléphone, mais je sentais qu'il m'observait du coin de l'œil. À la maison, je leur préparais un goûter. Pain grillé avec du Nutella, leur préféré depuis qu'ils étaient un petit. « Les enfants, dis-je en m'asseyant avec eux à la table de la cuisine, il faut qu'on parle, votre père et moi. Nous allons nous séparer. » Léa ouvrit grand les yeux.
Thomas posa son téléphone, soudain attentif. « À cause de ce qu'il a dit vendredi ?» demanda Léa, sa voix tremblante. « Pas seulement ça, » répondis-je doucement. « Ça fait longtemps que notre mariage ne fonctionne plus. Vendredi soir a été juste. La goutte qui a fait déborder le vase. »« Il ne t'a jamais respecté, » dit Thomas soudainement, sa voix chargée d'une rage contenue. « Je le voyais bien. La façon dont il te parlait, dont il te traitait, comme si tu n'étais rien. » Mon cœur se serra. Mes enfants avaient tout vu, tout entendu, et je les avais laissés croire que c'était normal, que c'était acceptable. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » commençai-je. « Quelque chose que même votre père ne savait pas jusqu'à aujourd'hui. » Et je leur racontais tout. Mon père, l'héritage, les investissements, Mercier et Associés, la réunion de ce matin. Je leur expliquais pourquoi j'avais gardé le secret, comment j'avais cru pouvoir avoir une vie normale, une famille normale, en séparant ces deux mondes. Quand j'eus terminé, ils me regardaient comme s'ils me voyaient pour la première fois. « Donc, tu es riche ?» demanda Léa, incrédule. « Je gère des investissements importants, oui, » confirmai-je. « Mais l'argent n'a jamais été le plus important pour moi. Vous l'êtes, vous l'avez toujours été. » Thomas secoua la tête, un sourire incrédule sur les lèvres. « Papa t'a traité de raté, alors que toi, toi tu possèdes l'entreprise où il travaille. C'est complètement fou. C'est ironique, admis-je. Mais je ne veux pas que vous pensiez que l'argent ou le pouvoir, c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est le respect. C'est la dignité. C'est traiter les gens avec humanité, peu importe leur position sociale. » Léa se leva et vint m'enlacer, ses bras fins autour de mon cou. « Je suis fière de toi, maman. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Thomas vint nous rejoindre et nous restâmes là, tous les trois enlacés dans la cuisine, formant un cercle de force et d'amour qui ne dépendait plus d'Étienne. Étienne rentra tard ce soir-là. 22 heures passées. J'avais couché les enfants, mais ils ne dormaient probablement pas, attendant de savoir ce qui se passerait. Je l'entendis entrer, monter lentement les escaliers. Il passa la tête dans le salon où je lisais. « Je peux. On peut parler ?» Je hochai la tête. Il s'assit en face de moi, ses épaules affaissées, ses yeux rouges. L'homme arrogant de vendredi avait disparu. À sa place, il ne restait qu'un homme effondré qui réalisait enfin l'ampleur de ses erreurs. « J'ai parlé à un agent immobilier, » dit-il doucement. « Je visite un appartement à Levallois demain. 2 chambres pour que les enfants puissent venir. »« C'est bien, » répondis-je. « Caroline, je sais que des excuses sont ridicules face à ce que j'ai fait. Des années d'indifférence, de mépris, d'infidélité. Mais je veux que tu saches que j'ai passé toute la journée à réfléchir. Et je réalise maintenant que j'ai détruit la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Je le regardais calmement. « Ce n'est pas moi que tu as détruite, Étienne. C'est nous, la famille que nous aurions pu être. La confiance que nos enfants auraient pu avoir en l'amour. Je peux. Est-ce qu'il y a une chance que... » « Non, » dis-je fermement. « Il n'y en a pas. Trop de choses ont été dites. Trop de choses ont été faites. Mais pour Thomas et Léa, je veux que nous soyons civils, respectueux. Tu resteras leur père. Ils ont besoin de toi. » Il hocha la tête, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Et professionnellement ?» demanda-t-il. « Tu auras ta chance. Beaumont va te superviser. Si tu travailles honnêtement, si tu prouves ta valeur réelle, tu retrouveras peut-être un jour un poste à responsabilité. Mais pas à Mercier. Ailleurs. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi me donner cette chance après tout ce que j'ai fait? » « Parce que, » répondis-je après un long silence, « je ne veux pas devenir comme toi. Je ne veux pas utiliser mon pouvoir pour écraser les autres. Je veux l'utiliser pour faire ce qui est juste. » Les semaines qui suivirent furent étranges. Étienne déménagea effectivement dans son appartement à Levallois. Les enfants alternaient entre les 2 maisons. Au début, Léa était en colère contre son père, refusant de lui parler. Thomas, curieusement, fut plus compréhensif. Il voyait dans la chute de son père une leçon sur l'humilité, sur les conséquences de l'arrogance. Pour moi, ce fut une période de renaissance.
Je commençai à assister régulièrement aux réunions chez Mercier & Associés. Beaumont et moi développâmes une excellente relation de travail. Sous ma direction, l'entreprise réorienta sa stratégie vers des clients plus éthiques, vers des investissements durables. Je m'inscrivis également à un club de lecture, repris contact avec d'anciennes amies d'HEC que j'avais négligées pendant des années. Je redécouvrais la femme que j'avais été avant Étienne, mais enrichie par tout ce que j'avais appris pendant ces 17 années. Un soir de décembre, 3 mois après cette fameuse réunion, Léa me trouva dans mon bureau, en train de travailler sur des projections financières. « Maman, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, ma chérie. Tu es heureuse maintenant ?» Je levai les yeux de mes documents, regardant ma fille qui grandissait si vite. Bientôt 16 ans, déjà si mûre, si perspicace. « Tu sais quoi ?» dis-je en souriant. « Oui, je suis heureuse, pour la première fois depuis très longtemps. »« Tu ne regrettes pas, papa, le mariage, tout ça ?»« Je regrette la douleur que ça vous a causée, à Thomas et à toi. Mais le mariage lui-même? Non, parce qu'il m'a donné vous deux, et vous valez toutes les années difficiles. » Elle vint s'asseoir à côté de moi, regardant les chiffres sur mon écran. « Tu m'apprendras? Comment gérer tout ça? Les investissements, les entreprises ?» Mon cœur se gonfla de fierté. « Tu veux apprendre? »« Oui. Je veux être comme toi, forte, indépendante, capable de tenir debout toute seule. Alors je t'apprendrai, promis-je. Tout ce que mon père m'a appris, je te le transmettrai, mais je t'apprendrai aussi quelque chose qu'il n'a pas pu m'enseigner. » Quoi donc? Qu'être forte ne signifie pas être seule, que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, et que le vrai pouvoir ne vient pas de l'argent, mais de savoir qui tu es et de ne jamais laisser personne te définir. 6 mois plus tard, en avril, je reçus un appel inattendu. C'était Henri Mercier, le fondateur retraité de l'entreprise. Il m'invitait à déjeuner. Nous nous retrouvâmes dans un restaurant discret du 7e arrondissement. Henri était un homme de 78 ans, élégant, aux yeux pétillants d'intelligence. « Madame Dufresne, commença-t-il après que nous eûmes commandé, je voulais vous rencontrer depuis longtemps. Quand j'ai vendu mes parts, je ne savais pas qui les rachetait. Découvrir que c'était vous, que vous dirigiez l'entreprise avec tant de sagesse, ça m'a profondément touché. Vous avez bâti quelque chose de remarquable, monsieur Mercier, répondis-je. Je ne fais que continuer votre vision. Non, dit-il en secouant la tête, vous avez apporté quelque chose de nouveau, une approche plus humaine, plus éthique. Beaumont me tient au courant. Les employés sont plus heureux, les clients sont plus fidèles. Vous avez transformé une entreprise qui fonctionnait en une entreprise qui prospère. C'est gentil à vous. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est un fait. Il me regarda intensément. Votre histoire avec votre mari, j'en ai entendu parler, ça a circulé. Je sentis mes joues rougir légèrement. Ah, je suppose que c'était inévitable. Vous savez ce que les gens disent? Il sourit. Ils disent que vous êtes une inspiration. Qu'une femme qui peut diriger une entreprise de cette envergure tout en élevant 2 enfants, tout en survivant à un mariage difficile. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Je ne me sens pas exceptionnel, admis-je. Je me sens juste. Moi-même, enfin. Nous parlâmes pendant 2 heures. Henri me raconta son propre parcours, ses propres luttes. À la fin du déjeuner, il me dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Caroline, le vrai succès n'est pas dans les chiffres, c'est dans les vies qu'on touche. Vous avez touché la vie de vos enfants en leur montrant qu'on peut survivre à la trahison avec dignité. Vous avez touché la vie de vos employés en dirigeant avec compassion. Et vous avez touché la vie de votre ex-mari en lui apprenant l'humilité. » En rentrant chez moi ce soir-là, je réfléchis à ces paroles. Étienne avait effectivement changé. Il voyait maintenant les enfants régulièrement, mais il était devenu plus humble, plus présent. Il avait accepté sa rétrogradation et travaillait dur pour regagner le respect de ses collègues. Nos interactions étaient polies, distantes, mais sans amertume. L'été arriva. Thomas partit pour un programme d'échange aux États-Unis. Léa et moi passâmes 1 mois à voyager en Italie, juste nous deux. Nous visitâmes Florence, Rome, Venise. Elle me posait des questions sur les investissements, sur les stratégies d'entreprise, mais aussi sur l'amour, sur la vie, sur ce que ça signifiait d'être une femme forte dans un monde
qui cherche constamment à vous diminuer. Un soir, assise sur notre terrasse à l'hôtel à Venise, regardant le soleil se coucher sur le grand canal, Léa me demanda « Tu penses que tu retomberas amoureuse un jour ?» « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Peut-être. Mais cette fois, ce sera avec quelqu'un qui me voit, vraiment me voit. Tu le mérites, maman. Nous méritons tous d'être vus, » dis-je en lui prenant la main. C'est ça que je veux que tu retiennes de tout ça. Ne laisse jamais personne te rendre invisible. Ne te fais jamais petite pour faire de la place à l'ego de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, 2 ans après cette fameuse réunion, ma vie est méconnaissable. Je dirige activement 3 entreprises dans mon portefeuille. J'ai rejoint le conseil d'administration de 2 organisations caritatives. Thomas est à l'université, étudiant l'économie. Léa prépare son baccalauréat et a déjà été acceptée à HEC, suivant mes traces. Étienne et moi sommes divorcés officiellement. Il a trouvé un nouveau poste dans une entreprise concurrente, avec un salaire décent mais pas exorbitant. Il s'est excusé auprès de moi et des enfants à plusieurs reprises. Je ne sais pas si je lui ai vraiment pardonné, mais j'ai fait la paix avec ce qui s'est passé. Parce qu'au final, cette histoire ne parle pas de vengeance. Elle parle de dignité recouvrée. Elle parle de ne jamais laisser personne définir votre valeur. Elle parle de ces moments où la vie vous met à terre et où vous devez décider si vous restez au sol ou si vous vous relevez. Je me suis relevée, pas avec colère, pas avec amertume, mais avec force, avec grâce et avec la certitude que je méritais mieux. Et mes enfants m'ont vu me relever. Ils ont appris que les échecs ne sont pas fatals, que l'humiliation peut être transformée en croissance, que la fin d'un chapitre est simplement le début d'un autre. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois Caroline Dufresne. Pas la femme d'Étienne, pas juste une mère, mais une femme complète, complexe, puissante et vulnérable à la fois. Je vois la femme que mon père voulait que je devienne, et je vois la femme que je voulais être. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est exactement ce que je mérite. Dites-moi quelque chose en toute honnêteté. Si vous aviez été à ma place, assise à cette table un vendredi soir, écoutant l'homme que vous avez aimé pendant 17 ans, dire à vos propres enfants que vous êtes l'échec de la famille, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous trouvé la force de rester silencieuse, de garder votre dignité intacte, sachant que le lundi suivant, cet homme découvrirait qui vous êtes vraiment? Je ne vous raconte pas cette histoire pour recevoir de la pitié ou des applaudissements. Je vous la raconte parce que je sais, je sens au plus profond de mon âme que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment ont vécu quelque chose de terriblement similaire. Peut-être pas avec de l'argent caché ou des actions dans une entreprise, non. Mais avec cette même douleur lancinante de l'invisibilité, ce même sentiment écrasant d'être considéré comme acquise, comme si votre présence, votre existence même, n'avait aucune valeur réelle aux yeux de ceux que vous aimiez le plus au monde. Combien d'entre vous se sont déjà sentis réduites à une simple fonction domestique dans leur propre foyer? Combien ont entendu des paroles cruelles, humiliantes, destructrices sortir de la bouche de quelqu'un qui aurait dû vous protéger, vous honorer, vous respecter comme l'être humain exceptionnel que vous êtes? Combien ont avalé leur fierté en silence, jour après jour, année après année, pour préserver coûte que coûte une famille qui se fissurait de partout, pour épargner à leurs enfants la douleur d'un foyer brisé, pour maintenir cette façade de normalité que tout le monde autour admirait sans jamais voir les fissures profondes qui la traversaient? Ma vie pendant ces 17 années de mariage ressemblait peut-être à la vôtre. Je me levais chaque matin, avant tout le monde, je préparais le petit déjeuner avec soin, je m'assurais que tout le monde parte bien habillé, bien nourri, prêt à affronter leur journée. Je passais mes après-midi à gérer une maison qui devait toujours être impeccable, à préparer des repas qui devaient toujours être parfaits, à résoudre 1000 petits problèmes que personne ne remarquait jamais. Et le soir, quand mon mari rentrait tard, sentant un parfum qui n'était pas le mien, je faisais semblant de ne rien voir, de ne rien sentir, de ne rien savoir. Pendant toutes ces années, j'ai porté un masque. Pas le masque d'une femme forte qui cachait sa richesse. Non, c'était secondaire. J'ai porté le masque d'une femme qui faisait semblant que tout allait bien, que son mariage était solide, que les infidélités de son mari ne la détruisaient pas un peu plus chaque jour.
J'ai souri au dîner de famille, j'ai ri aux blagues inappropriées. J'ai hoché la tête quand des amis me disaient combien j'avais de la chance d'avoir un mari aussi ambitieux, aussi brillant. Et chaque nuit, seul dans mon lit, pendant qu'il dormait dans la chambre d'amis, je me demandais qui j'étais vraiment devenue. Ce qui m'a finalement brisé, ce n'était pas l'infidélité. Ce n'était pas même le mépris quotidien ou l'indifférence glaciale. C'était de voir mes propres enfants, ces deux êtres magnifiques que j'avais mis au monde et élevés avec tout l'amour dont j'étais capable, commencer à me regarder avec les mêmes yeux que leur père. C'était d'entendre ma fille pleurer parce qu'elle venait de découvrir que sa mère était considérée comme un échec par l'homme qu'elle admirait le plus. C'était de voir mon fils serrer les poings, partagé entre la loyauté envers son père et l'amour pour sa mère, incapable de comprendre pourquoi je ne me défendais pas. Alors oui, ce lundi matin, quand je suis entrée dans cette salle de conférence, quand j'ai vu le visage d'Étienne passer de la confusion à l'horreur pure, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas de la vengeance, ce n'était pas de la satisfaction cruelle. C'était simplement la sensation de reprendre ma place, de me tenir debout, de me rappeler que j'existais bien avant lui et que j'existerais bien après lui. C'était de dire à mes enfants, sans prononcer un seul mot, que personne, absolument personne, n'a le droit de définir votre valeur. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Vraiment. Pas une réponse polie ou superficielle, mais votre vérité profonde. Auriez-vous fait comme moi? Auriez-vous attendu aussi longtemps? Ou auriez-vous agi différemment, peut-être avec plus de courage, peut-être avec plus de compassion? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste votre expérience, votre sagesse accumulée au fil des années, votre compréhension unique de ce que signifie être une femme dans ce monde. Laissez-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Dites-moi d'où vous m'écoutez en ce moment même, que vous soyez à Paris, à Lyon, à Marseille, en Algérie, au Maroc, au Canada, ou n'importe où dans ce vaste monde francophone que nous partageons. Dites-moi si cette histoire a résonné en vous, si elle a réveillé des souvenirs enfouis, si elle vous a fait réfléchir sur votre propre parcours. Parce que chaque commentaire que vous laissez me montre que je ne suis pas seule, que nous ne sommes pas seuls, que nos histoires méritent d'être entendues et honorées. Si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous avez ressenti cette même invisibilité, cette même douleur de ne pas être vu, je veux que vous sachiez quelque chose d'absolument essentiel. Votre valeur n'a jamais, jamais dépendu du regard que quelqu'un d'autre posait sur vous. Vous avez toujours eu cette force en vous, même quand vous ne la voyiez pas, même quand vous pensiez l'avoir perdue. Elle était là, endormie peut-être, mais jamais disparue. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour la réveiller. Certaines d'entre vous m'écoutent peut-être en ce moment, en pensant qu'il est trop tard pour changer quoi que ce soit dans leur vie. Vous vous dites peut-être que vous avez 60 ans, 70 ans, 80 ans, et que votre histoire est déjà écrite, que les pages sont tournées, que le livre est fermé. Mais laissez-moi vous dire quelque chose avec toute la conviction qui m'habite. Tant que vous respirez, tant que votre cœur bat, votre histoire continue de s'écrire. Chaque jour est une nouvelle page blanche sur laquelle vous pouvez décider de tracer un nouveau chapitre. Je ne suis pas en train de vous dire de quitter votre mari, de bouleverser votre vie, de tout détruire autour de vous. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je vous dis simplement de vous rappeler qui vous êtes au-delà des rôles que vous avez joués pendant toutes ces années. Vous n'êtes pas seulement une épouse, une mère, une grand-mère. Vous êtes une femme complète, avec une histoire riche, avec des talents peut-être oubliés, avec des rêves peut-être enterrés mais jamais vraiment morts. Et il n'est jamais trop tard pour les honorer. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait vibrer quelque chose en vous, alors faites-moi une faveur. Abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour vous. Parce que je vais continuer à partager des histoires comme celle-ci. Des histoires de femmes qui ont trouvé leur force dans les endroits les plus inattendus, qui ont survécu à ce que personne ne devrait avoir à survivre, qui ont transformé leur douleur en sagesse et leur humiliation en dignité. Vous méritez d'entendre ces histoires. Vous méritez de savoir que vous n'êtes pas seul.
Et si vous connaissez une femme dans votre vie qui a besoin d'entendre ce message en ce moment, une amie, une sœur, une fille, une voisine qui traverse peut-être une période difficile, qui se sent peut-être invisible dans sa propre vie, partagez cette vidéo avec elle. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de savoir que quelqu'un d'autre a survécu à ce que nous traversons, que quelqu'un d'autre a trouvé la lumière au bout du tunnel. Soyez cette lumière pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Soyez le rappel qu'elle mérite mieux, qu'elle vaut plus, qu'elle est extraordinaire, exactement telle qu'elle est. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, cette partie si intime de mon histoire que je n'avais jamais racontée à personne avant aujourd'hui. J'attends vos commentaires avec impatience. J'attends de lire vos histoires, vos réflexions, votre sagesse. Parce qu'au final, nous sommes toutes liées par ces fils invisibles d'expériences partagées, de douleurs comprises, de forces reconnues. Prenez soin de vous. Vous le méritez tellement plus que vous ne le croyez.